que le métier de responsable du développement médical et paramédical chez Point Vision? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Anne-Caroline Goissen. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur le développement du groupe Point Vision, et nous allons tenter de soutirer à mon invité ces techniques de recrutement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Aujourd'hui, mon invité Anne-Caroline Goissen, la responsable du développement médical et paramédical chez Groupe Point Vision. Salut Anne-Caroline. Bonjour Sébastien, Eh bien, écoute, ravi d'être merci beaucoup. ici. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie parce que on va avoir ta vision. J'ai déjà eu certains de tes collègues au sein de Point Vision, que ce soit Gonzague pour la partie médicale, mais évidemment, François, le fondateur. L'objectif, c'est aujourd'hui de voir ton métier, responsable du développement médical et paramédical. Qu'est-ce que c'est? Comment on exerce cette fonction? Comment on y arrive? Et puis, évidemment, on parlera du groupe, la stratégie de développement, où est-ce que vous en êtes actuellement. Mais comme d'habitude, j'aimerais que tu te résumes en quelques mots. Donc je suis, comme tu l'as dit, Anne-Caroline Goissen, directrice du développement au sein du groupe Point Vision. Comment je suis arrivée à ce poste, je vais essayer de faire très court. Je suis orthoptiste de formation, également avec une formation en droit. J'ai monté mes cabinets dans le Tarn, dans lequel j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Et pour des raisons personnelles, j'ai été amenée à venir à Paris j'ai postulé. Ils étaient en recherche d'un responsable du recrutement à cette époque, poste qui était occupé par un orthoptiste que je connaissais. Je voulais moi aussi évoluer sur autre chose. J'avais l'impression à ce moment-là d'avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais faire au niveau de l'orthopsie à mon niveau. Et donc, je me suis rendue à Paris j'ai rencontré à cette époque-là Patrice Poutz, François Pelaine et le reste de l'équipe. Et j'ai été recrutée donc comme responsable du recrutement pour toute la partie paramédicale, c'est-à-dire les secrétaires médicales et les orthoptistes de nos cabinets. D'accord. Et, et donc, du coup, tu as récupéré le médical par la suite ou tu l'as eu tout de suite? Non, pas du tout. Il y avait d'autres de mes collègues qui étaient sur cette partie-là. Donc pendant très longtemps, je me suis occupée de la partie paramédicale. Et c'est depuis 3 ans à peu près que j'ai basculé sur le volet médical et des ophtalmologistes, tout en gardant la supervision de la partie paramédicale. Donc les choses ont un petit peu bougé et via le recrutement de médecins au sein du groupe, j'ai également pu évoluer sur le développement donc du groupe et l'accroissement de notre réseau via l'acquisition de nouveaux cabinets. D'accord. Et du coup, le contact avec l'orthopsie, avec le patient, etc., ça te manque pas? Tu avais vraiment fait le tour? Alors, on me pose toujours cette Ouais. question. On me l'a posé à chaque fois que les gens savent que je suis Pardon, orthoptiste. pardon. Non, c'est une très bonne question finalement. Et en fait, c'est vrai que ça me manque pas et ça me manque pas. Pourquoi? Parce que je suis en contact toute l'année avec des gens finalement qui sont ben voilà, j'ai côtoyé des orthoptistes pendant toutes les années où je les recrutais en direct et c'est encore le cas là maintenant, et ainsi que des ophtalmologistes. Donc je me suis pas sentie sortie de mon corps de métier. On travaille sur beaucoup de projets en interne, de protocoles à proposer au sein des cabinets, etc. Donc ça m'a pas manqué. Et puis de temps en temps, assez rarement je dois dire, mais on va dépanner, on va faire quelques vacations au sein des cabinets et c'est vrai que c'est hyper agréable, mais au quotidien, ça me manque pas. C'est un autre métier
qui sait, peut-être qu'un jour j'y retournerai, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas du tout ressenti ce manque. D'accord. Ah, donc une évolution, finalement sur un autre poste qui, j'imagine, est ultra riche. Tu vas nous l'expliquer. Si on va essayer de scinder, en 2, hein, ton rôle vis-à-vis du recrutement, plutôt des orthoptistes et des ophtalmos parce que c'est j'imagine 2 voies complètement différentes. On le sait, hein, alors même si certains, ont tendance à dire que tout va bien, sur le marché des orthoptistes, moi je peux constater au quotidien que les ophtalmos n'arrivent pas à recruter d'orthoptistes ou en tout cas c'est extrêmement compliqué. Il y a une guerre, qui fait rage, hein, même si évidemment avec le temps, il y a de plus en plus, tu vas nous l'expliquer peut-être avec ta vision, mais il y a de plus en plus finalement d'écoles d'orthopsie, de places en école d'orthopsie. Mais vu que le besoin est croissant également, finalement, j'ai pas l'impression que cette pénurie, alors je sais pas si c'est pas un mot un peu fort, mais cette pénurie d'orthoptistes perdure et je vois pas pourquoi elle s'arrêterait finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Et alors, il y a plein de questions, il y a plein de questions dans ta question. C'est vrai qu'il y a certains endroits où ça peut être plus compliqué de recruter, notamment dans les endroits qui sont plus éloignés des écoles d'orthopsie, Mhm. parce que c'est vrai que là, il y en a 14, il y en a d'autres qui se sont ouvertes à Caen, à Besançon, et sûrement qu'il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'éloigne un peu des écoles d'orthopsie, si l'orthoptiste n'est pas originaire d'une petite ville dans laquelle on a besoin de recruter, ça devient plus compliqué. Il y a aussi un autre paramètre qui est le fait qu'il y a énormément d'orthoptistes qui choisissent le libéral. Avec le développement du décret de compétences, on a quand même la possibilité maintenant de faire énormément de choses avec la primo-prescription, euh, bon, le renouvellement du net, la primo-prescription, etc. Donc ils ont peut-être moins envie d'être au sein de cabinets d'ophtalmologie dans lesquels ils vont trouver comment dire, un vrai travail en équipe avec l'ophtalmologiste, mais aussi un abord au niveau du travail qui est différent avec des choses un petit peu répétitives qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Justement, et ça c'est, je trouve, une des forces de notre réseau, c'est que comme on a conscience de ça, on est quand même beaucoup de professionnels du métier au sein du groupe Point Vision. Je parle au sein du siège dont je fais partie. Donc on a pu proposer non seulement de travailler en mixte, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de nos orthoptistes qui travaillent à la fois au sein de nos cabinets et en même temps qui ont leur cabinet en libéral à côté, qui Du coup, trouvent un équilibre par rapport à ça. elles ont un Euh, contrat de salarié ou elles interviennent aussi Elles en ont libéral? alors en fait, on a vraiment tous les modèles. C'est-à-dire qu'on a des orthoptistes qui peuvent être salariés quand elles sont en travail aidé en préconsultation et en libéral chez elles. J'ai envie de dire chez elles parce que j'ai publié en plus les chiffres là de l'adresse. Il y a 87% des orthoptistes qui sont des femmes. Est-ce que le féminin l'emporte là? C'est ça, je pense que oui. C'est, je le dis à chaque fois, mais bon. Et donc déjà, il y a ce premier modèle. Dans certains cas, on propose aussi à des orthoptistes de venir en libéral au sein des cabinets si elles le souhaitent. Donc on aménage la consultation un peu différemment. Certaines viennent aussi faire des champs visuels au sein de nos cabinets. Donc on leur propose les rendez-vous et elles viennent les effectuer. Et également, j'ai la chance de pouvoir piloter le projet, enfin ce qui n'est plus un projet d'ailleurs puisque ça a été mis en place de télémédecine avec les orthoptistes libéraux. Donc on travaille aussi avec les orthoptistes via ce système-là, c'est-à-dire que l'orthoptiste reste totalement indépendant dans son cabinet mais va travailler en réseau avec nos médecins via la télémédecine. Donc sur un modèle innovant qu'on propose, alors pas au niveau des examens, hein, puisque les examens en ophtalmologie sont toujours les mêmes, mais comment dire, désolé, je cherche mes mots, mais ça va pas être de la téléexpertise avec une simple relecture du dossier. Je dis simple, pas, c'est pas péjoratif, hein, mais avec une vraie visio, avec un médecin en face du patient, où le patient pourra poser les questions qu'il n'a pas pu poser à l'orthoptiste quand
il se retrouvait en face d'elle. Le médecin va également pouvoir poser ses questions au patient. Il a le dossier, lui, en direct. Et à la suite de ça, si jamais il y a le moindre problème, nous proposons des rendez-vous au présentiel au sein de notre réseau, sur nos cabinets de proximité. On a quand même plus de 65 cabinets maintenant, Ça. donc il y a de quoi faire. D'accord. Donc, du coup, oui, ça peut être Donc intéressant voilà. parce que, du coup, dans cette mouvance là où on parle hein, de télémédecine, Oui, notamment pour régler les problèmes de désertification médicale hein, dans certains territoires encore, même s'ils sont beaucoup moins importants qu'avant. Hein. A c'est priori, vrai. on dit qu'il y aurait 10% encore de la population française qui serait plutôt loin d'un cabinet ophtalmo. L'intérêt, c'est que, et on en parlera peut-être sur le modèle de développement par la suite, mais j'imagine qu'on ne peut pas implanter un cabinet, un centre Point Vision dans tous les villes et villages de France. Et donc, du coup, ben, potentiellement, on va garder les centres dans les villes stratégiques et puis avoir peut-être des orthoptistes relais qui vont permettre comme ça de compléter le système. C'est bien ça? En fait, c'est exactement ça. On le sait maintenant, les ophtalmologistes ont tendance à se rassembler et c'est aussi normal parce qu'ils ont la chance d'avoir des outils maintenant à leur disposition qui permettent d'affiner le diagnostic d'une manière extraordinaire. Là, sur ces 20 dernières années, l'ophtalmologie a fait un bond au niveau des outils, ne serait-ce déjà qu'avec l'OCT et d'autres machines, voilà, sur lequel d'autres que moi seraient plus compétents pour en parler. Mais c'est vrai que tous ces appareillages coûtent très cher, sont des investissements importants, donc c'est vrai que les ophtalmologues se rassemblent dans des cabinets où ils sont plusieurs pour pouvoir mutualiser ces dépenses-là. Donc effectivement, il y a des endroits où il n'y a pas d'ophtalmologistes qui sont des secteurs pénuriques et c'est beaucoup plus compliqué en termes d'investissement d'aller mettre des cabinets partout. En revanche, sur notre système, on a pu déployer le fait d'avoir des cabinets, comme tu dis, dans des endroits stratégiques, peut-être avec des bassins de population plus importants, mais aussi on travaille énormément à créer des secondaires à ces cabinets pour aller proposer du soin encore plus loin et au-delà de ces secondaires et de ces centres principaux, de travailler via le réseau télémédecine. Et finalement, de petits bouts en petits bouts de territoire, on arrive à grignoter ces déserts médicaux et à apporter du soin partout, à pouvoir promouvoir le dépistage parce que 90% des problèmes ophtalmologiques pourraient être évités si tout le monde était dépisté de manière correcte. Ce n'est pas le cas. Et on a envie de travailler à ça et c'est vrai que euh, ça donne vraiment du sens à notre travail à tous et moi, mon travail, on sent, voilà, on se dit qu'on est utile par rapport à la population. Bien sûr, très bien. On va revenir un petit peu sur ton métier. Donc, du coup, on le disait, hein, responsable du développement médical et paramédical. Ça veut dire que tu recrutes, si on regarde la partie paramédicale, beaucoup d'orthoptistes. Euh, Mhm. Est-ce que, par exemple, tu as des places vacantes en permanence ou alors est-ce qu'il y a un moment où, des fois, tu arrives à dire, ben non, c'est bon, j'ai besoin de personne. Alors, ça dépend des endroits. On a beaucoup de nos cabinets dans lesquels les équipes sont tout à fait stables et j'ai pratiquement jamais de demande de recrutement, sauf sur des besoins, enfin, on va dire spot. C'est notamment des congés maternité, Ouais, puisque comme forcément. on l'a vu aussi, la population orthoptique est très jeune et c'est beaucoup de jeunes qui sont dans les cabinets. Et donc forcément arrive un moment dans la vie où on a des enfants, donc on va être amené à recruter des orthoptistes pour les remplacer le temps où elles sont pas là. Il y a d'autres endroits où où c'est plus compliqué et où on a des besoins assez récurrents. Alors après, nous on travaille avec ce qu'on appelait des orthoptistes volants. Ouais. Ça va être des orthoptistes multisites ou régionalisés. Ce sont des personnes qui aiment en fait bouger d'endroits et qui n'ont pas envie de rester dans un seul cabinet
et qui vont permettre aux équipes de compléter, on va dire, les vacations qui sont disponibles, soit régulièrement, soit de manière un peu exceptionnelle, comme quelqu'un qui est absent pour des raisons médicales ou autres. Et ça nous permet d'avoir une continuité au niveau de nos cabinets. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué. Et il y a aussi des évolutions au niveau des orthopties, c'est-à-dire que certaines et certains, pendant un temps, ont envie d'être en cabinet, puis quand ils se sentent peut-être un peu plus mûrs dans leur pratique ou qu'ils ont envie de voir autre chose, vont décider de s'installer dans leur propre cabinet. Donc ça fait partie des évolutions professionnelles classiques. Et c'est pas moi qui vais le critiquer, au contraire, puisque j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs métiers, Bien sûr. ce qui est le cas d'ailleurs au long D'accord. de ma petite carrière d'orthoptiste. Eh oui, carrément. Donc, du coup, en gros, avec 65 cabinets, tu le disais, ça donne quoi en termes d'effectifs salariaux au niveau des orthoptistes à peu près? Tu as une idée? On a à peu près 170 orthoptistes au sein du groupe. D'accord. Voilà. Bon, après, au niveau des médecins, à peu près 370. Ça, c'est pour ceux qui sont là de manière constante. Et puis après, on a à peu près 900 professionnels qui vont transiter au sein des cabinets. Donc, c'est vrai on a beaucoup de professionnels qui sont passés au moins, même sur des temps courts, au sein des cabinets Point Vision, voire pendant leur stage, durant leurs études, Oui. Ah, on est également lieu de stage pour un certain nombre d'écoles d'orthoptie. eh ouais, ça, j'imagine très bien. Donc, du coup, on l'a compris, fortement recruteuse d'orthoptistes avec le développement. Euh, Mhm. Quelles sont tes techniques, si tu veux nous les partager, peut-être, outre le fait, et on l'a dit, et ça, c'est un conseil que je donne souvent aux ophtalmos, de proposer en fait une sorte d'emploi à la carte, hein, libéral, éventuellement salariat ou les deux en mixte, pourquoi pas, c'est déjà une bonne technique pour intéresser et ouvrir finalement le champ des possibles avec un maximum de candidates. Tu l'as dit aussi, être terrain de stage pour des écoles orthopsie. Si on a quelqu'un, évidemment, une école dans le coin, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que du coup, on fait découvrir finalement aux stagiaires le fonctionnement de l'entité. Et si l'entité est bien pilotée, ben forcément, on va avoir tendance à pouvoir recruter facilement. Est-ce que tu as d'autres techniques? Est-ce que tu te rends tous les ans en septembre sur les écoles d'orthopsie pour expliquer un petit peu tout ça? Tu fais ta tournée, ton tour de France? Alors heureusement, j'ai une équipe qui travaille avec moi parce que sinon ça serait compliqué de tout faire partout en France. Est-ce que j'ai des techniques? Alors on est en relation, c'est une relation de confiance en fait qui s'instaure sur la durée. On est en contact avec toutes les écoles d'orthopsie de France. À qui on propose un certain nombre de choses, qui est notamment avec l'aide de certains de mes collègues, dont Benoît Rousseau, que tu connais. Ouais. On va proposer des tutorats en accord bien sûr avec les écoles pour qu'ils puissent se familiariser et s'essayer à la réfraction, des choses comme ça. On les accompagne sur un certain nombre de leurs événements, mais c'est vraiment, ça se fait beaucoup avec les associations en orthopsie, avec la Fédération des orthoptistes. On essaye d'être assez présent. On est présent dans les congrès. Au niveau des ophtalmologistes, donc on a un réseau de remplaçants qui est vraiment très impressionnant. On a même développé une application, je ne sais pas si tu étais au courant de ça, qui s'appelle Ophthamatch, sur lequel les jeunes ophtalmologistes qui sont à même de remplacer peuvent se connecter, avoir accès à toutes les vacations au sein du groupe pour venir remplacer chez nous. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour eux parce que ça leur permet certains de bouger partout en France pour aller tester nos cabinets. On est présent pas sur tous les congrès, mais quand même sur beaucoup de congrès où on peut échanger avec les professionnels.
Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on s'inscrit sur la durée. Le premier cabinet de Point Vision qui était à la Madeleine a ouvert en 2012. Il s'est passé énormément de choses dans le monde de l'ophtalmologie entre-temps, dont notamment toutes les histoires qu'on sait avec les centres de santé, ce que nous ne sommes pas, hein, puisque Ouais. ce sont des centres en mode associatif, secteur 1, etc. Enfin, on sait qu'il y a eu énormément de dérives. Et en fait, les gens se sont rendus compte que nous, on était un réseau de cabinets. C'est vraiment, ce sont des cabinets dont la majorité sont des cabinets en secteur 2, dans lequel les ophtalmologistes font non seulement du médical, mais également opèrent. Donc, ce sont vraiment des cabinets classiques, Mhm. mais qui sont au sein d'un réseau où ça permet de mutualiser les besoins et d'apporter énormément de choses à la profession. Et ils voient qu'après toutes ces années, ben nous, on est encore là, on n'a jamais eu de problème avec les instances, on est en bonne relation avec tout le monde, que ce soit le SNOF, que ce soit le SNAO, que ce soit les pouvoirs publics au niveau du ministère de la Santé. Donc on a vraiment acquis au fur et à mesure des années cette crédibilité dans la filière médicale et le fait qu'ils savent que il n'y a pas de dérive au sein de nos cabinets. Nous-mêmes, on s'auto-contrôle énormément. Tous nos cabinets sont certifiés. Également, on a, comme les autres cabinets, des contrôles aléatoires à droite à gauche. Ça s'est toujours très bien passé et on est assez fiers de ça. Le modèle est le modèle Point Vision. Il peut convenir à certains professionnels ou ne pas convenir. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que moi j'ai vu vraiment le contact avec la profession évoluer au fur et à mesure des années, notamment au niveau des congrès, où les gens étaient assez timides à venir nous approcher au début, ne sachant pas trop voilà ce à quoi s'attendre. Maintenant, lors des congrès, le dernier congrès des JRO, il y a énormément de monde qui vient nous voir. Ils savent que notre modèle, euh, on a vraiment beaucoup de flexibilité, c'est ça qui est agréable, c'est-à-dire qu'on a énormément grossi très vite, puisque quand moi je suis arrivée, il devait y avoir une quinzaine de cabinets, et maintenant tu vois le nombre qui peut y avoir. Mais on a su garder une flexibilité dans le modèle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaye de voir, on essaye de s'adapter au monde de l'ophtalmologie. Dans un premier temps, il y avait un vrai souci de délai d'accès au cabinet avec des délais absolument effroyables. Toute la profession a travaillé à raccourcir ces délais. Je pense qu'on a été vraiment les pionniers dans ça. Maintenant, on demande beaucoup plus de spécialistes, beaucoup plus d'opérateurs. La population vieillit. Donc c'est vrai que les pathologies sont pas les mêmes quand on a plus de 60 ans que quand on a 20 ou 30 ans. Donc on essaye de se transformer en même temps que la population évolue vers d'autres choses, vers des pathologies, vers le fait que euh, je sais, là je parle beaucoup, je suis lancée, dans le fait que la myopie va être de plus en plus présente dans la population et qu'il y a des choses à faire. Euh, on essaye vraiment de pousser sur l'ophtalmopédiatrie, où il y a quand même c'est une grande difficulté de la part des parents de faire voir leurs enfants par des Mhm. ophtalmopédiatres et de plus en plus d'ophtalmologistes qui ne souhaitent pas forcément les recevoir. Donc nous, on a eu plus de 45 000 rendez-vous pédiatriques l'année dernière. On essaye vraiment de mettre en place des protocoles, de travailler avec tous les acteurs pour mettre en place la freination de la myopie chez les enfants. Enfin, tu comprends mieux pourquoi l'orthopsie me manque moins parce Ouais, que c'est ça. c'est en fait
on a ce sentiment d'utilité, mais à une autre échelle en fait. Le groupe permet de vraiment de faire des choses utiles, de peser sur ça, et moi je trouve que c'est énorme. Ouais, bah, après, je te rejoins parce que c'est vrai que tu as un impact plus important que ce que tu aurais pu faire à ton C'est ça. petit, à ton niveau, on va dire, très très local. Je vis exactement la même chose lorsque je fais du consulting, où j'étais un ancien manager, où j'aidais évidemment le développement d'un groupe. Et là, j'aide le développement de l'ophtalmo qui va s'installer tout seul à des groupes aussi qui veulent se développer, etc. Et ça, du coup, puisque son intervention, on va dire, ponctuelle, bah, du coup, ça permet de les multiplier en fait. Et donc, du coup, de se rendre C'est compte qu'on a un ça. effet à terme avec les années, et c'est sûr que c'est très très valorisant. On a fait le point donc du coup sur ton recrutement, ton rôle au niveau des paramédicales, hein. On a vu un petit peu comment tu recrutais, même si on le sait, hein, malheureusement les ophtalmos en région ont du mal et ne peuvent pas avoir la même exposition forcément qu'un point vision, et donc du coup être présent on va dire à tous les événements où ils pourraient croiser des orthoptistes. Bien souvent, ils vont passer une annonce sur orthopsie.net, et puis ben, ils vont attendre d'avoir les résultats. Après, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu. C'est vrai je trouve vraiment que ça manque encore d'orthoptistes, parce que je vois beaucoup de cabinets qui travaillent avec, alors parfois très compétents, hein, mais des opticiens, parfois même des infirmières. Alors l'intérêt, c'est qu'on a un paysage différent, c'est intéressant aussi, hein, c'est une richesse. Mhm. Donc pourquoi pas avoir tous les métiers au sein, mais pour moi, les orthoptistes sont vraiment la clé de voûte, notamment sur la subjective, sur l'anamnèse, etc. Et donc du coup, bon, voilà, je ne reviens pas là-dessus. Sur le médical, du coup, évidemment, ce sont des filières qui sont un petit peu différente. Alors, la présence dans les congrès, tu le disais, et j'imagine une source de recrutement intéressante pour toi. Est-ce que tu fais aussi appel à des médecins étrangers via des chasseurs de tête, etc., ou vous faites tout en interne? Alors on fait les deux en fait. On fait les deux, c'est-à-dire que beaucoup de notre recrutement est lié au fait qu'on fidélise les ophtalmologistes qui ont pu remplacer chez nous. D'accord. Ça leur a plu, et en fait on est devenu pour eux un environnement familier et fiable, et ils ont envie derrière de prolonger l'expérience, soit en allant soit en nous contactant en disant voilà, moi j'aimerais bien m'installer à cet endroit, est-ce qu'on pourrait créer un cabinet ensemble? Et dans ces cas-là, bah, c'est l'expertise du groupe Point Vision de mettre en place de nouveaux cabinets, ou qui veulent rejoindre certaines de nos structures qu'on développe, voilà, soit parce que l'offre se développe, soit parce qu'on va créer des secondaires ensemble. Enfin, tout est possible. On fait également évidemment appel à des recruteurs externes. On peut avoir au sein de notre réseau des médecins européens. Euh, et ces médecins européens, donc évidemment, doivent passer par une reconnaissance au niveau du Conseil de l'Ordre. Nous, on essaye c'est pas un mot très sympa, mais de filtrer également, c'est-à-dire que la première étape, c'est qu'ils sont reconnus au niveau du Conseil de l'Ordre. La deuxième étape, c'est nous, on va les tester déjà au niveau de la langue, hein, parce que c'est très hétéroclite. Et au niveau des compétences médicales, moi, à mon niveau, je ne peux pas tester évidemment les compétences d'un médecin, mais tous les médecins qu'on intègre, d'abord il y a une période d'essai, et puis on a la chance d'avoir au sein du groupe une médecin qui était une ancienne conseillère au niveau de la CNAM et qui est ophtalmologiste, qui passe au sein de nos cabinets, qui va auditer les ophtalmologistes. On est très rigoureux sur ça, et notamment sur le remplissage du dossier patient. Voilà, le suivi doit être impeccable, et quand on a ces nouveaux médecins, on les audite. Y compris nos équipes, on a tout un réseau d'opérationnels qui sont présents euh, au sein des différents cabinets, qui ont parfois plusieurs cabinets, qui font un travail extraordinaire en local, et qui vont bien entendu discuter avec les professionnels, voir quel est le retour, quels sont les retours patients, etc. Et si ça se passe bien,
Ben voilà, on est content. Et puis si ça se passe pas bien, on ne garde pas les médecins. La plupart du temps, d'ailleurs, ces médecins européens, c'était pas ta question, mais sont plutôt uniquement médicaux. De par leur formation, la plupart n'opèrent pas. Donc, ça va être plutôt des ophtalmologistes chez nous que tu vas retrouver à des statuts de salariés. D'accord. Et parce qu'en fait, vous proposez aussi le statut, parce que tous les médecins, rappelle-moi ce point-là, tous les médecins ne sont pas salariés, ils sont souvent en Ah libéral. non, C'est ça, hein? ah non. En fait, enfin, tu me disais comment on peut recruter les médecins au sein du groupe. Ben, un des avantages de nos cabinets, c'est que tous les statuts sont possibles. C'est-à-dire que, comme je te disais, pour les jeunes, certaines viennent en remplacement, mais pas que les Et jeunes. ça, On a d'ailleurs, je aussi. t'interromps, excuse-moi. Là, tu as donné un hack aussi qui est intéressant, que je donne régulièrement aux ophtalmos, c'est que souvent, alors soit ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas de manager, etc., d'organiser tout ça, mais bien souvent, si on veut accueillir de nouveaux associés, eh bien, ça passe, ou collaborateurs, ça passe souvent par proposer des remplacements. Parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître à des jeunes l'organisation de son cabinet, etc. Et si on est bien organisé, ça permet derrière, comme tu le disais, de les fidéliser et de les faire rentrer en tant que nouvel associé. Et ça, c'est aussi quelque chose que les ophtalmos doivent prendre en compte. C'est-à-dire que toutes les vacances qu'ils vont prendre doivent être normalement remplacées par des jeunes, quoi. Oui, Excuse-moi, bien je t'ai sûr. coupé du coup. C'est un moyen, de toute façon, quand on se lance dans une association, c'est un peu comme un mariage. Donc, c'est un sacré engagement. Donc, il vaut mieux se tester quand même avant, voir si le médecin qui vous rejoint, il va se plaire au niveau de votre cabinet et aussi s'il va se plaire au niveau de la patientèle, parce que suivant les endroits, la patientèle n'est pas du tout Ouais. la même. Même quand on prend différents quartiers de Paris ou si on est en banlieue ou pas en banlieue, c'est vraiment pas du tout les mêmes patientèles. Donc à voir si il y a une affinité qui est là. Également, si on s'entend bien avec son confrère, si on est aligné au niveau de ce qu'on veut proposer en termes de soins, en termes de déontologie médicale, etc. C'est quand même, oui, très important de tester tout ça avant. Ça évite les déconvenus après. Et pour revenir sur ta question initiale, au sein de nos cabinets, on a tous les statuts. Les cabinets Point Vision sont en société d'exercice libéral, donc reposent sur des associés libéraux. Les cabinets sont pas des cabinets de médecins en salariat, ce sont vraiment des cabinets de médecins libéraux. Mais au sein de ces cabinets libéraux, il y a aussi des ophtalmologistes qui peuvent être salariés. Donc, tu peux retrouver chez nous les associés libéraux, qui peuvent être avec un nombre de parts variable, hein. Certains ont très peu de parts parce qu'ils le décident, d'autres ont beaucoup de parts. Enfin, ça, c'est le médecin qui en discute et qui voit ce qu'il souhaite. Des salariés. Tu as également des collaborateurs libéraux qui peuvent être présents, voilà, des vacataires. Et au niveau des remplaçants, donc tu as les jeunes dont je parlais, mais tu as aussi des médecins qui sont plutôt soit en pré-retraite, soit retraités, qui n'ont pas du tout envie de garder un engagement au sein d'un cabinet, mais leur métier, c'est leur passion, ils veulent continuer à exercer. Et donc, ils viennent régulièrement dans certains cabinets travailler avec nous et ils en sont très heureux et nous aussi, parce que la grande majorité est très sympa. Et donc, c'est vrai que tous les statuts sont possibles. D'accord, très bien. Si on revient un petit peu sur le développement, euh, qu'est-ce qui va d'abord, avant de rentrer à plein pied là-dedans et que tu m'expliques un petit peu les objectifs qui sont les tiens? Parce que, évidemment, si, par exemple, la direction régionale décide d'ouvrir, je sais pas, 3, 4, 5 centres par an, il va falloir que toi, tu fournisses le personnel qui va avec, évidemment, Mhm. les bras hein, sur place. Mais avant ça, qu'est-ce qui différencie finalement un cabinet Point Vision, parce que tu l'as dit, hein, des selles, des orthoptistes, des médecins, etc. Ça ressemble énormément, évidemment, à un cabinet classique que l'on peut trouver en région n'importe où, en fait. Hein. Quelle différence tu fais entre un cabinet
classique, on va dire, monté par trois quatre ophtalmos et un cabinet Point Vision dans lequel il y a trois quatre ophtalmos. Bah, une des différences fondamentales, c'est que si tu as trois, quatre ophtalmologistes qui décident de s'installer, en fait, ils vont devoir s'occuper d'absolument tout, en fait, pour leur installation. Ce sont au niveau administratif, au niveau installation, équipement, etc. Euh, et en charge mentale, c'est quand même, enfin toi qui travailles sur cette partie-là, je pense que tu mesures bien ce que ça peut représenter comme investissement humain et financier. Quand tu décides de prendre contact avec nous pour créer un cabinet, ben en fait on s'occupe de tout pour eux et avec eux. Dans nos structures, les médecins sont toujours les décideurs. Ils sont toujours majoritaires en voix. On va les consulter sur tous les sujets, mais par contre, on s'occupe de tout pour eux. On a le GIE qui représente pas mal de services que tu peux retrouver et qui vont aller, s'il y a une création du cabinet, jusqu'à soit trouver un local, soit l'aménager, trouver le matériel, trouver le personnel, s'occuper de toutes les démarches administratives, etc. On a ce savoir-faire depuis des années, on peut les conseiller, les driver, et on s'arrache les cheveux pour eux sur tous les sujets qu'on peut retrouver. On fait valider tous les éléments juridiques au niveau du Conseil de l'ordre. C'est vraiment du clé en main, mais ils sont à nos côtés. C'est vraiment un projet conjoint. C'est pas on arrive, c'est comme ça et pas autrement. Vous n'avez pas votre mot à dire. Les choses vont pouvoir être aménagées différemment suivant leur surspécialité. Voilà, enfin, dans tous nos cabinets quasiment, tu vas retrouver des salles IVT pour les médecins qui piquent, etc. On met en place aussi énormément de choses pour les médecins qui souhaitent faire de la chirurgie réfractive, euh, soit en leur permettant d'aller dans certains de nos centres de chirurgie réfractive, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais a intégré le réseau Point Vision, la clinique de la vision à Paris récemment, mais on a aussi d'autres cliniques de chirurgie réfractive, que ce soit à Lille ou à Grenoble, etc., où on peut leur faire venir des plateaux mobiles. Vraiment, on s'occupe d'eux en fait, on s'occupe d'eux pour qu'ils n'aient à se concentrer que sur leur exercice et leur temps médical. Tout est organisé et ça c'était l'essence initiale de ce qu'avait voulu mettre en place François Pelaine, c'est-à-dire le temps médical précieux doit être du temps médical, pas du temps administratif, pas du temps paramédical, euh, pas à gérer tout ça. Évidemment, certains médecins s'impliquent beaucoup dans ce process et on en est ravi, mais ils peuvent ne pas s'y impliquer s'ils ne le souhaitent pas. C'est vraiment à géométrie variable suivant la personne qu'on a en face. Si le médecin ne souhaite, j'allais dire pas ne rien faire, évidemment, je veux dire, il y a un savoir-être quand on travaille au sein d'une équipe, évidemment, il y a quand même une implication minimum, mais il peut vraiment se délester de tout ça et avoir une tranquillité d'esprit vraiment importante. Ouais, ça, le Point Donc, Vision, ça ressemble un petit peu à un super manager. C'est-à-dire, là, je le vois, par exemple, actuellement, je conseille un groupe qui est en train de s'installer. Je leur ai recruté le manager. Ben, c'est le manager qui va faire tous ces services support. C'est lui qui va faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est recrutement, tout, etc., etc. Et là, c'est évidemment, ça. l'intérêt de Point Vision, c'est que ben, il y a une expérience, il y a des filières, et puis aussi il y a une économie d'échelle, évidemment, qui permet Tout à souvent fait. d'avoir des coûts bien inférieurs à ce que pourrait avoir un ophtalmo. J'imagine quand vous allez acheter, quand on va acheter trois réfracteurs pour un cabinet et que vous en achetez 30 ou 40 par an, c'est pas évidemment la même négo. Super, donc du coup, Et oui, si vas-y, je peux rajouter bien juste sûr. ce point, c'est que à la fois le médecin, il va intégrer son cabinet, puisque c'est son cabinet, mais en même temps, la force du réseau, c'est qu'il a aussi cette interaction avec
ses collègues qui, moi, je trouve est vraiment super sympa. C'est-à-dire qu'à certains moments, on se retrouve, D'accord. il y a des événements, on organise une vie autour des cabinets, que ce soit des soirées scientifiques en partenariat avec des laboratoires, on organise des formations in situ. On a un comité médical consultatif qui est représenté par une quinzaine des médecins associés au sein du groupe, euh, pour lesquels il y a des réunions régulièrement. On discute de tous les projets de développement au sein du réseau. Ils vont eux-mêmes nous remonter des choses du terrain. Il y a vraiment une interaction des sujets médicaux. On essaie d'améliorer les choses. On a eu récemment, on fait des webinars. Ou webinaires, je sais jamais comment on dit, sur la responsabilité sociétale des entreprises pour essayer de se sensibiliser à ça aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très riche et très convivial aussi. C'est vrai que les médecins, au fur et à mesure, on les connaît. Quand on va au congrès, ils viennent nous voir. Enfin, voilà, non, D'accord. c'est plutôt sympa. Ouais, c'est le fonctionnement d'une entreprise finalement, avec pas mal de services à la clé. On l'a vu, l'image évidemment avec l'expérience n'est plus la même, hein. En 2012, moi alors je n'étais pas encore arrivé en ophtalmo, je suis arrivé en 2015-2016, mais on sentait que les ophtalmologues, en tout cas une frange assez importante des ophtalmos français, étaient plutôt contre ce type d'organisation, hein, de développement. Évidemment, avec le temps, Point Vision a fait ses preuves et a montré que bah, finalement c'était un modèle plutôt vertueux, hein, et qu'en Mhm. plus il n'allait pas que le marché était tellement grand que du coup on pouvait il y avait de la place pour tout le monde. Il reste quand même, hein, on le sent, il reste quand même des ophtalmos, puisque bah, moi j'y ai accès très très régulièrement, des ophtalmos qui vont s'installer seuls. Mhm. Alors seul, je parle sans Point Vision, hein, qu'ils soient seuls, Oui, oui, bien sûr. médecin solo ou deux ou trois. Euh, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, encore cette réticence vis-à-vis d'un... Parce que sur le papier, ce que tu viens de présenter, ça paraît génial. On n'a pas grand-chose à faire finalement, mais on oriente quand même, on a accès à des conseils. Comment se fait-il que des ophtalmos, 3, 4, 5 ophtalmos, s'installent sans vous régulièrement, enfin quasiment tous les jours en France? Enfin, je pense qu'ils se disent ce qui revient assez souvent, moi, dans les entretiens que je peux avoir, c'est qu'ils ont peur de perdre leur liberté Mhm. et de perdre leur identité, notamment en s'installant avec un groupe aussi important que nous, euh, et euh, et qu'ils ne pourront pas orienter les choses de la manière qu'ils le souhaitent, etc. Euh, c'est forcément quand on intègre un groupe comme le nôtre, on va proposer énormément de process, de choses comme ça. N'empêche que les choses peuvent être adaptées, donc c'est peut-être une méconnaissance du groupe qui les amène à faire ça. Après, on est dans un pays libre, évidemment que quand 4-5 ou 3-4 ophtalmos qui sortent ensemble de leur assistana et envie de monter leur projet ensemble, moi je peux parfaitement le comprendre. Voilà, ils ont envie, c'est un peu leur bébé. Ils créent leur cabinet. Ils ont des idées très précises de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas. Et parfois, ce que nous on peut proposer ne correspond pas à la vision qu'ils ont de leur cabinet. Vous avez envisagé N'empêche, des fois la marque blanche? De dire, OK, ben, alors, mais il n'y a pas d'enseigne Point Vision. Il y aura votre enseigne à vous. puisque tu dis ça, donc là, de par mon travail, je suis en contact avec beaucoup de cabinets qui existent déjà, qui ont fait ce choix, soit de créer un cabinet sans le groupe Point Vision, soit qui existait avant. Qui est groupe parce que voilà, il existait aussi des cabinets de groupe Ah, avant le groupe Point Vision, évidemment. Et donc, ces cabinets-là, lorsqu'ils font le pas de nous approcher, ou le contraire, qu'on les approche et qui sont ouverts à la discussion et qui font le pas de rejoindre le réseau,
On en discute ensemble et ils ont tout à fait cette possibilité de garder leur identité propre, de garder leur enseigne, le nom qu'ils ont choisi. Ils peuvent être très identifiés au niveau de la population de par le nom qu'ils ont choisi. Maintenant, on a pris cette orientation effectivement, de ne plus appeler Point Vision quelque chose à partir du moment où des cabinets rejoignent le réseau. Maintenant, c'était pas le choix qui avait été fait au début et ça peut se comprendre, c'est-à-dire que quand un groupe naît, il a besoin aussi de créer son identité et d'être identifié au niveau des patients et au niveau de la filière visuelle. Donc, ça faisait pas partie des options au début du groupe. Maintenant, je veux dire, je vais pas dire qu'on n'a plus rien à prouver parce que évidemment, on a toujours des choses à prouver, on a envie de se développer, de faire encore plein d'autres choses qui sont discutées à l'heure actuelle au sein du groupe, mais on n'a plus cette nécessité d'appeler Point Vision un cabinet qui rejoindrait au sein du réseau. C'est pas, voilà. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et je te dis, donc on a cette flexibilité maintenant sur beaucoup de choses. Et là, encore à l'heure actuelle, je vois sur certaines personnes ou certains réseaux avec qui on est en discussion, ce qu'on propose aujourd'hui n'est encore pas la même chose que ce qu'on proposait il y a 1 an ou il y a 6 mois. Donc ce sont vraiment des discussions intuitu personnées et c'est ça qui rend vraiment, en tout cas moi, mon job à l'heure actuelle vraiment passionnant, c'est qu'on rencontre des personnes. On rencontre des personnes qui ont des projets, qui ont des envies, et en fait, on les accompagne pour faire encore mieux sur ce qu'ils ont déjà en tête, en leur donnant plus de moyens d'aller encore plus loin et donc d'apporter du soin encore plus loin parce que c'est souvent ce qui revient. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et donc, nous, ça nous permet d'expérimenter aussi des nouvelles choses parce que l'enrichissement est mutuel. Nous, on apporte des choses, mais les professionnels qu'on rencontre nous apportent énormément de choses. Enfin, moi, je rencontre des personnalités passionnantes. Parfois, on continue le chemin ensemble, parfois pas, mais c'est jamais un regret sur la rencontre, en tout cas. D'accord. Et Donc, du coup, un modèle mixte maintenant qui s'est développé avec les enseignes Point Vision, évidemment classiques, et puis tu le disais, des cabinets qui peuvent rejoindre le groupe tout en restant labellisés centre du cerf, exactement. centre du lot, etc. D'accord, très bien. Donc, tu Exactement. On profites, pourrait avoir le cabinet Ofta Consult c'est ça. Sébastien Degout D'accord, si tu étais ophtalmo. c'est ça. Mais bon. Si seulement. En effet, ouais, d'accord, ok, très bien. Euh, Maintenant, le développement, qu'est-ce qui est prévu? Enfin, est-ce que tu as une idée, vous avez projeté déjà des ambitions sur le développement du groupe, ou alors bah, ça vient comme ça vient, on traite le pipe et puis on communique pas trop sur ce genre de chiffres? Alors pour le coup, je communiquerai pas sur des chiffres, enfin c'est sûr qu'on a de grandes ambitions de développement pour essayer d'être aux endroits où on n'est pas. Évidemment, on peut pas développer partout en même temps. Il y a des secteurs en France sur lesquels on est beaucoup plus présent que d'autres. Donc, on prend contact avec des cabinets qui nous semblent correspondre à des cabinets avec lesquels on pourrait collaborer pour encore étendre l'offre médicale sur le territoire. Donc, on ne s'interdit rien. L'idée étant évidemment de prioriser les endroits où on n'est pas présent. Maintenant, on est vraiment à l'écoute des professionnels, c'est-à-dire que il y a à la fois nous qui allons vers certains de ces cabinets, mais il y a également beaucoup d'ophtalmologistes qui prennent contact avec nous pour discuter de ce qui pourrait être fait ou pas. À certains moments, ben, on y va et on a hyper envie et le projet nous emballe. À certains moments, on voit qu'on va pas pouvoir faire quelque chose de satisfaisant de part et d'autre, donc on se donne rendez-vous peut-être pour plus tard. Bien sûr. C'est vraiment euh, ça dépend en fait, ça dépend.
D'accord. Voilà, mais c'est sûr que et il y a des endroits où on sait que on n'arrivera pas à être parce que c'est des endroits qui sont pas attractifs pour les ophtalmologistes, dans lesquels il y en a pas du tout. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de, à partir d'endroits où on peut être présent, de pousser un peu plus loin via ce modèle que je t'ai indiqué de réseau de cabinets secondaires plus le réseau de télémédecine. L'idée étant de couvrir tout le territoire français et qu'il n'y ait aucun endroit où on puisse se dire qu'on ne peut pas avoir accès aux soins d'une manière ou d'une autre. Euh, D'accord. Bon, voilà, c'est l'idée. tu parlais de rachat, hein, finalement, de cabinet. Je me souviens avoir discuté avec l'un de tes patrons à la dernière SFO, ou celle d'avant. Et euh, du coup, maintenant, beaucoup parlent de financiarisation de la médecine. On a vu le phénomène en radiologie, on a vu le phénomène en biologie médicale, où bah, du coup, il y a des très gros groupes qui vont se créer, etc., et qui vont être moins gérés forcément par des médecins, plus gérés par des financiers. Est-ce que tu te sens visé quand on parle de financiarisation de la médecine chez Point Vision ou pas? Alors très honnêtement, bon après. C'est vraiment mon point de vue à moi Bien sûr. et de par ma petite fenêtre, hein, c'était Mmh. voilà, c'est comme ça qu'on a envisagé cette interview. Oui, Je me sens pas du tout visée parce que tu vois quand le groupe depuis que je suis arrivée là, j'ai fêté quand même mes 10 ans. J'ai fêté quand même mes 10 ans et tu vois, je pensais pas rester aussi longtemps et en fait, chaque année, il y a quelque chose de nouveau qui a fait que ben, je suis là 10 ans après et vraiment, je ne me suis jamais ennuyée. Ça, on a toujours plein de projets, plein d'envies et puis on se sent utile. Mais le groupe était soutenu par un fonds d'investissement au tout début ou quand moi je suis arrivée. On en a changé entre-temps. Et en fait, moi, ce que j'ai pu voir à mon niveau sur les projets, c'est que ça nous donne plus de moyens d'élargir l'offre médicale. Mais ce n'est pas, c'est pas tout d'un coup un projet médical qui est orienté par des financiers, pas du tout. Et pour une raison aussi fondamentale, c'est que nos cabinets, comme je te l'ai dit, sont des sociétés d'exercice libéral et ces sociétés d'exercice libéral, elles sont protégées par le droit français. Et dans le droit français et dans ces sociétés d'exercice libéral, ce sont les médecins ouais. qui sont majoritaires en droit de vote, donc qui prennent les décisions. Donc tout ça, c'est protecteur en fait. Mmh, bien Et sûr. tout ce que ça permet, c'est de venir donner les moyens. Et ces moyens, on aimerait qu'ils soient partout, hein, également au sein de l'hôpital. Voilà, et un peu partout en France, on voit qu'il y a de grandes difficultés à ce niveau-là. Il faut donner les moyens aux médecins et aux gens de faire des choses et d'apporter des soins. Et ces financements, il faut bien les trouver quelque part. Mmh. Et force est de constater que ben, au niveau de la France, c'est un peu compliqué. On voit l'assurance maladie, etc. Et d'avoir des personnes qui investissent comme ça sur la médecine, moi, je vois pas ça de manière négative parce que mon expérience à moi, je vois bien qu'en fait, ça nous apporte des moyens et que ça change pas les choses, en fait. Il faut jamais transiger sur la qualité médicale, sur le soin aux patients, sur ce qu'on peut apporter. Et nous, vraiment, enfin, c'est ce qu'on fait. Tu vois, on parle, il y a eu, bah, notamment dans des associations, etc., des, on voit dans certains cabinets où c'est de l'abattage, oui, ok, Ouais. je juge, où des médecins vont voir plus d'une centaine de patients par jour. C'est juste assez surprenant. Je me demande comment on peut tenir sur la longueur. Nous, en moyenne, nos médecins voient par jour une cinquantaine de patients. Mmh. Donc, c'est une question qui revient assez souvent, c'est-à-dire qu'on nous dit, ah oui, le réseau Point Vision, etc. Je pense que c'est vraiment une image complètement fantasmée, parce que c'est pas le cas. Donc, t'imagines sur une journée de travail et en travail aidé en plus, voir une cinquantaine de patients, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a certains de nos médecins qui en voient plus,
Il est évident que quand sur une journée de consultation, tu vois des patients plus jeunes qui viennent juste pour des renouvellements de lunettes ou du dépistage, ils vont en voir plus. Voilà. Par contre, on a dans certains de nos cabinets où les médecins en voient moins parce que les patients sont plus âgés, il y a plus de pathologies, ça prend plus de temps. Moi, j'estime que le projet médical, il est là. Le projet médical, il est là. Il y a une ambition, évidemment, de grossir du groupe. On est un groupe, voilà, et on veut aller dans plein d'autres endroits où on n'est pas. Mais par contre, voilà, on transige pas sur la qualité médicale. Euh, Ouais, donc et on développe. Comment? la finance met au service finalement des C'est ça. ophtalmologues et C'est in ça. fine du patient. Pour moi, c'est pas les médecins qui sont tout d'un coup asservis par un financement, c'est vraiment le financement qui vient au service des médecins qui nous permet d'accroître le réseau, d'intégrer des cabinets au sein du réseau. D'accord. Ok. Euh, Je ne sais pas si c'était très clair, mais, Si, si, c'est très mais clair, pour non, moi, c'est ça logique, l'est. surtout c'est assez touchy comme sujet, mais en même temps, c'est un petit peu parfois hypocrite parce qu'évidemment, la finance, tout le monde en a besoin. Lorsqu'on montre un projet, on a besoin de la finance. Qu'elle vienne des Mais bien banques, sûr, bien qu'elle sûr, vienne, bien qu'elle sûr. vienne de groupes, de fonds d'investissement, le tout, C'est c'est ce qu'on ça, fait. C'est ce qu'on fait tout ça, et qu'il n'y ait pas de dérive vers quelque tout à chose fait. où on va assécher finalement les médecins de leurs responsabilités, etc. Et tu le disais, l'asservissement finalement, mais là, ils sont vraiment au sein du projet finalement, donc ça, il y a pas de raison. Oui, vraiment, le droit français, enfin, et nous, en tout cas, la manière dont on est configuré, donc fait que le droit français est quand même très protecteur à ce niveau-là. Donc, enfin, je te le redis, au niveau du groupe, vraiment, c'est plus des moyens qu'on peut mettre en place. Ça nous permet d'avoir plus de moyens pour mettre en place des choses. Bien sûr. Ok, très bien. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Ou pas? On a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une question que tu n'as pas posée auquel j'aurais aimé répondre? Non, je pense que C'est clair. très certainement, ça va me venir après. Je vais me dire mince, j'aurais dû lui parler de ça. Ok. Mais, En tout cas, moi, j'ai eu mes mais, réponses. J'ai eu mes réponses. voilà. J'ai beaucoup aimé notre entretien parce que on a vu, hein, on est parti de ton job de responsable du développement, donc du coup du recrutement, hein. C'est ce que font les managers que je recrute à longueur d'année et les ophtalmos ont à faire. Je crois qu'on leur a donné quelques petites techniques. On va voir comment ça se passe par la suite. Je te remercie Anne-Caroline. Et puis du coup, Je te ben, remercie j'imagine aussi. que tu seras présente à la SFO et nos auditeurs pourront venir te voir venir apprécier ton joli sourire en live cette fois. Merci, c'est gentil. Merci Écoute, merci Anne-Caroline. beaucoup pour cette interview. Voilà, mon premier interview. Ben, écoute, il y a une première fois à chaque chose, tu t'en es très très bien sorti, je te rassure. Merci beaucoup. Merci Anne-Caroline, à Écoute, bientôt. ben, à très bientôt. Au revoir, Salut. Sébastien. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses, notamment sur les bonnes pratiques pour le recrutement d'orthoptistes et de médecins. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.